Cette semaine, dans le balado, on est envahi par l'intelligence artificielle et on cherche à se redéfinir professionnellement. Bienvenue à Mon-Sonné Balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Est-ce que j'ai pris la bonne formule? Là, tu me joues dans la tête. Je suis revenu. réussi cette Excellent. Je me suis plus demandé si c'était toi qui cherchais à te redéfinir professionnellement. Non, je dois avouer que moi, je suis sur mon X, mais on va parler d'un film où un personnage, vit une sorte de crise de la quarantaine. Ah, ça s'en vient pour moi. Ouais, tu y arrives. Moi, ça va être la cinquantaine dans quelques années. C'est pas drôle. Petit tour d'actu. Oui. C'est très léger cette semaine. Je sais pas si toi, tu avais... Oui, j'ai noté un truc quand même. Je voulais juste dire, ça s'enligne pour un épisode plus court, mais c'est un peu aberrant de dire ça, parce que les gens qui écoutent l'épisode voient déjà le running time final de ça. Mais nous, on attaque ça en se disant qu'on devrait bien être sous l'heure cette fois-ci. Ça paraît que c'est la fin de l'été. Il y a un peu moins d'offrandes en termes de sorties. C'est quand même un peu spécial, je trouve, parce que c'est la fête du travail, puis ça, c'est comme États-Unis, Canada et tout. Fait que c'est comme une belle occasion d'avoir une fin de semaine de 3 jours, mais je pense que le beau temps est vraiment violent ce week-end-ci, pas juste au Québec, mais genre même aux États-Unis puis tout. Fait que c'est pas non plus des gros box-office. Fait que c'est pas une fin de semaine qu'on cherche tant à profiter. C'est ça, traditionnellement, on pacte jamais cette fin de semaine-là. Là. Je pense que les gens profitent plus de leur congé pour faire d'autres activités. Je me souviens d'il y a quelques années, c'était avec Ryan Reynolds, parce que c'est toujours lui, le Hitman Bodyguard, là, qui était sorti peut-être justement le week-end avant ou quelque chose comme ça, puis ça... Il avait fait, en tout cas au Québec, il avait fait mauvais ce week-end-là, puis c'était comme la seule option, fait que ce film-là avait fait vraiment plus d'argent, disons, que ce qu'il aurait fait en d'autres temps, parce qu'il avait profité du fait d'être seul un peu sur les écrans en termes de blockbuster. Ouais. Je pense que la seule fois qu'il y a eu un très très grand succès, je pense que c'était le Shang-Chi. Je pense qu'il était sorti. Ou c'était l'autre fin de semaine d'après, ou c'était la fin de semaine du travail, je suis plus certain. Hein. Ouais, puis là, ça, c'était une très drôle période de sortie de film. De la COVID et tout ça. Ouais, très chaotique. Alors, qu'as-tu noté comme actu? J'ai noté le film Une langue universelle de Matthew Rankin. C'est un film qui est quand même attendu, je sais pas si c'est d'un public large, mais en tout cas de fans de cinéma, un cinéphile, de cinéma un peu différent. C'est son deuxième film. Son premier était le 20e siècle. Que j'ai pas vu, moi. Puis qui est très weird, le fun. Là, des hommes jouent des femmes, puis c'était très onirique, là, tourné sur... Tu vas voir que c'est des décors, genre, puis très flou dans littéralement la lentille, l'image. Fait que, moi, je pense même que je vais me le retaper avant Langue universelle. Ça fait déjà un bon 2-3 ans. Je pense que c'était même 2019, si je me trompe pas. Dans ce coin-là, c'est ça. Fait que, de Matthew Rankin, qui est un Canadien, mais je pense du Manitoba, je crois. Ouais, il vient de Winnipeg. Mais en fait, je sais pas si ce film-là se déroulait à Winnipeg, mais Une langue universelle, oui. L'autre, qui est... Ou c'est juste comme... Écoute, c'est comme c'est sur la jeunesse de Mackenzie King, là, l'ancien président. Fait que c'est vraiment une espèce de fable et tout. Là. Mais langue universelle, ça se passe là-bas. Puis c'est littéralement une fausse langue qu'il a inventée, je pense, pour le film. Puis il y a comme un comédien, pas un comédien, un enseignant qui se retrouve à l'enseigner là-bas. La bande-annonce est sortie cette semaine. Là. Je fais le saut entre 2 de nos chroniques. Puis, mais dans le fond, ce qui est excitant, c'est que c'est le film qui va représenter le Canada aux Oscars. Ça a été annoncé par Téléfilm Canada cette semaine. Il avait été présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes et il avait remporté ce qu'on dit être le premier prix du public. Mais je le sais pas, j'ai pas fait mes recherches. Si c'est la première fois qu'il y a un prix du public dans la quinzaine des cinéastes ou si c'est parce qu'il y a le premier prix dans le prix du public, comme il y a une position, là, un podium. Mystère, mais bref, en tout cas, il y a le premier prix. Il va jouer aussi au TIFF. Je ne sais pas s'il est sur ton calendrier. Sur ma liste, oui. C'est sûr qu'on va l'avoir ici après aussi. Puisque ça sort en janvier. Donc oui, puis j'espère même, je me croise les doigts, avoir un entretien avec Matthew Rankin lui-même. Puis en plus, il parle français parce qu'il reste à Montréal. C'est ça, oui. C'est ce que j'ai vu passer. Canadien. Parce qu'ils l'ont interviewé hier à l'émission Entertainment Tonight. J'étais tombé là-dessus suite à la nouvelle. Puis, c'était tout ça ou non? Parce qu'il parlait en français. Fait que c'était, en tout cas. Bref, je l'ai vu parler en français. Il parle très bien en français. Puis, ça va jouer aussi au FNC en octobre. Fait que tu vois, c'est ça. Toi, tu parles de janvier. Je sais qu'on a annoncé au début, moi, ça m'a fait peur, une sortie le 20 septembre. Je sais, c'est dans genre 3 semaines. Mais c'est comme une sortie technique pour qu'il puisse être qualifié pour aller aux Oscars. Fait qu'on va sûrement ouvrir juste sur quelques écrans, juste pour ça. Puis la vraie sortie va être plus... on dit dans les prochains mois. Fait que peut-être
peut-être janvier. Ouais, moi j'ai vu janvier 2025, mais pas de journée précise encore. Ouais, voilà, à voir. Fait que, bref, Une langue universelle continue son passage. Puis là, j'ai pas noté, mais il est dans d'autres festivals. Il a gagné d'autres prix aussi. Pas du top 5, là, mais d'autres festivals partout dans le monde. Eh ben moi, j'ai deux petits trucs. Je pense qu'une des nouvelles, tu vas vraiment triper parce que c'est une de tes franchises. Des dinosaures? Non? Oui, les dinosaures. Ah ouais? Écoute, ben oui, on a officiellement annoncé ce 4e film de la mouture Jurassic World. Ben, on en parlait déjà. Oui, mais le titre, excuse-moi. OK, mais je me souviens même pas à chaque fois qu'est-ce qu'on dit. C'est quoi, on avait... le même scénariste que le... C'est David Koepp, oui. Ouais, qui est le revient. scénariste de... On a-tu un réalisateur d'attaché? Gareth Edwards. Ah oui, c'est ça. Fait que ça, je suis quand même curieux de voir. Il avait donné The Creator l'an dernier. Je me trompe pas, hein, c'était l'automne dernier. Oui, en septembre, en plus, il y a un an. Puis, quand même, un bon casting. C'est même, je dirais, étonnant. Scarlett Johansson et Mahershala Ali. Quand même, de bonnes pointures. En attendant Blade. Oui, j'imagine que ça s'est libéré à son calendrier, effectivement. Donc, c'est Jurassic World Rebirth. Le titre officiel. Va sortir le 2 juillet 2025. Et ils ont juste sorti quelques photos du tournage, mais on sait que je pense que c'est des chercheurs en médecine ou quelque chose qui vont essayer de traquer un dinosaure là, et prendre son ADN, en extraire là, pour essayer de trouver un remède miracle. Mais ils vont tomber sur un secret bien gardé ou quelque chose comme ça. Bon, c'est tous les mots-clés qu'il faut pour effectivement. un film de Jurassic Park. On réussit toujours à garder des choses secrètes dans ce monde-là. Puis sais-tu si ça se passe encore sur l'île, j'oublie comment il l'appelle, Isla... Non, je pense que ça se passe en République dominicaine ou quelque chose comme ça. OK, c'est plus sur l'île du parc. Moi, non, c'est... Effectivement, on est ailleurs. Ben là, on sait que dans le dernier film, les dinosaures ont... on est... Ça se déroule 5 ans après Jurassic World Dominion. Canon avec tout ça. Oui, tout à fait. C'est vraiment le 4e film de cette franchise-là. Là. On s'en cache pas. Fait qu'à voir, donc, 2 juillet 2025, c'est quand même un gros mois de juillet. Là. J'avais noté quand même que le 11, il y a Superman et le 25, Fantastic Four. Donc, pour les amateurs de blockbuster américain, ça va être un gros mois. Le juin aussi va être costaud parce qu'il n'y a pas le Mission Impossible. C'est-tu le Memorial Weekend, je pense? Oui, c'est peut-être en mai. Là, en tout cas, ça va être un gros été. Tout à fait. Et autre nouvelle... je trouve le mélange assez intéressant, puis même étrange. Stephen King et Edgar Wright qui vont se rencontrer dans le remake de Running Man, qui n'est pas la meilleure histoire de Stephen King. On se souvient du vieux film avec Arnold, qui était un peu un film de série B, c'est un peu dans la lignée qu'il faisait à cette époque-là. J'ai l'impression qu'il y a une époque aussi où tout film un peu ambitieux de science-fiction était rapidement de la série B. Oui, parce qu'on n'avait pas les moyens de l'ambition. Mais aujourd'hui, on a comme atteint quelque chose où on dirait que, prends The Creator par exemple, tu sais, qu'on a réussi à faire beaucoup avec comme 70-80 millions qui a l'air de coûter 130. Et Alien Romulus aussi, tout récemment. C'est ça, mais Alien Romulus va probablement être rentable, mais Creator ne l'avait pas été. Puis c'est comme, tu sais, la science-fiction, ça a toujours été, mais c'est vraiment pas toujours rentable. C'est pas tous des Terminator. Plus que c'est ça. Oui. Qu'on va le voir finalement. Alors, fait que The Running Man, donc Edgar Wright va signer l'adaptation. Et pour remplacer Arnold, ben là, on est dans un casting très différent. C'est Glenn Powell. C'était Glenn Powell, effectivement. Je pense qu'on a déjà parlé, je pense. Oui, mais là, ça a été confirmé parce que je pense qu'il y a quand même quelques années là, que c'est comme en gestation dans les airs, mais le tournage va débuter à l'automne. Puis, ce qui est quand même drôle... Est-ce que les critères, c'était juste le tour de poitrine puis la mâchoire? Je sais pas, j'en ai appris une très bonne sur Glenn Powell, mais c'est pas juste une belle gueule. Je pense qu'il est très intelligent parce qu'on a adapté l'horaire de tournage afin qu'il puisse suivre ses cours à l'université, parce qu'il est en train de faire un bac à l'université de Texas en histoire américaine et espagnole. OK, parce que de jouer dans 3 films par année, c'est pas ça assez. Ça suffit pas, faut croire. Il assure peut-être ses arrières au cas où. En fait, c'est drôle que tu m'as dit que tu étudiais genre, tu sais pas, en marketing ou en administration. Tu fais, OK, il veut poursuivre dans des compagnies de production ou quoi, mais c'est comme complètement autre. Mais c'est peut-être plus parce qu'on voit qu'il a commencé à scénariser des choses. Fait que c'est peut-être pour l'inspirer avec ça. Écoute, pour le prochain Jurassic World 5. 5, oui, effectivement. Ou Twisters
even more twisting, it gets twistier. Alors, fait que voilà. Fait que Glenn Powell, en plus d'être beau, le maudit est intelligent, apparemment. Sinon, dans les bandes Mais il va annonces, être peut-être dans un suit en lycra dans le Running Man. Peut-être. Je peux pas tout avoir. Bande annonce, je sais pas si toi, tu avais repéré écoute, quoi? Les fans... Non, mais parce qu'on a un collègue qui est... Je ne sais pas si c'est à la blague ou vrai, finalement, mais il est super fan de Sonic. OK. Puis la bande-annonce de Sonic 3 Oui, est oui, sortie là. Mais ça va être quand même un gros film du temps des fêtes, parce que autant je suis mitigé à ces films-là, je les ai pas vus, on dirait que Ben, il y a un public, ça fonctionne c'est bien. ça, Ouais, je trouve que ça a l'air très bébé, mais finalement, Ouais. ça marche sur tout le monde, puis ils font vraiment leurs frais. Je pense que le côté Jim Carrey fonctionne Aussi, pour ouais. les plus adultes. jeunes. Et, Ben, c'est vrai, tu as deux générations. ouais, ceux qui c'est ont... ça, les parents de Ouais. 30-40 ans. Moi, j'avoue que je connais pas du tout Sonic. J'ai jamais joué, vu que je suis pas un gamer. Toi, c'était-tu un peu dans tes... Ouais, mais c'est plus comme la vieille Genesis. Fait que, tu sais, là, dans le 3, dans le premier, son ennemi, c'était Robotnik, qui est comme le méchant joué par Carey. Là, dans le 2, il y avait Knuckles, qui est comme lui qui est rouge. Puis là, dans le 3, on est rendu avec Shadow, qui est comme un Sonic noir, plus fort, plus puissant. Puis ça, c'est des jeux que je me suis pas rendu jusqu'à ces affaires-là. C'est toujours contre Robotnik. De site Sonic. Ouais, genre, sauf que là, ce qu'on va voir, c'est qu'il est maintenant rendu allié avec Knuckles, puis ils vont avoir besoin d'aller chercher l'aide de Robotnik. Fait que le classique histoire, un peu comme l'X-Men, le sortir de prison pour lui demander son aide avec ses super technologies. Et là, c'est Keanu Reeves, en plus, qui se joint... Qui fait la voix de Shadow, ouais, c'est ça, j'ai vu passer, okay. ouais. C'est très ecclésiastique comme cast parce que c'est Idris Elba qui fait celle de Knuckles ouais. et sans fausser son accent. Là. Fait que turbo anglais cool, genre, fait que comme un peu gangster. Genre, fait que, drôle de cast. Tails qui est voicé par je sais plus qui, mais une actrice féminine. Fait qu'une petite voix perchée, aiguë. Fait que une drôle d'ensemble. Ferait une belle chorale, tout ce monde-là ensemble. Et voilà. Donc, Sonic 3 qui prend l'affiche le 20 à Noël. décembre. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être le gros film familial. Bien qu'il va y avoir le Roi Lion aussi. Fait que ça va jouer... ouais, exact. Tu sais, je pense que Sonic est peut-être un peu plus action-aventure, si on veut. Là. Le Mufasa est plus, je sais pas, grandiose d'une certaine façon. Mais ouais, comme on disait, il va falloir que je me tape peut-être... Quand il y a des films comme ça, je me dis, bon, est-ce que j'écoute les autres avant? Ben, j'ai vu l'original, mais pas celui de 2018. Là. Ouais, j'écoute tout ça pour être un peu canon ou j'y vais sur... je représente ceux qui n'ont jamais rien vu. Est-ce que c'est intéressant d'aller voir le prequel? C'est un prequel, fait que dans le fond, c'est pas nécessaire de voir l'autre. Fait que tu auras tout le temps de décider ça d'ici Noël. Oui, ou bien je vais trouver 130 autres films pertinents à écouter. Oui. Écoute, une franchise qui va peut-être te donner le goût d'écouter en voyant la bande-annonce, c'est les Superman. Oui, parce qu'il sort un très bon documentaire. Là, je prends l'occasion d'en parler, je sais que ça va être extrêmement niché, puis je pense même pas qu'on va voir ça nécésairement au Canada, ou en tout cas peut-être pas au Québec, mais il y a un documentaire Superman de Christopher Reeve Story qui s'en vient 21 septembre et 25 septembre. C'est comme, j'ai vu qu'il y a 2 journées, je sais pas si ça va être vraiment ça, en tout cas, ou c'est comme... du 21 au 25, bref, ça va être à suivre. Fait que, écoute, c'est un docu sur Christopher Reeve, sur sa vie, sur évidemment son legacy, juste le mot en anglais, là, mais sur son leg de Superman, évidemment, qui marque une génération, la mienne. Mais ses œuvres caritatives et tout, parce que très impliqué, tragique accident. Ben, c'est ça aussi, une grande partie va être sur ça. Puis écoute, j'ai même pas fini le documentaire. J'ai écouté la bande-annonce, j'ai écouté la moitié, puis j'avais déjà les larmes aux yeux. Là. Ah, ok. Écoute, c'est sûr, je vais brailler comme une madeleine en voyant ce film-là. C'est hyper touchant. En quelle année il s'est blessé? 94, je pense. C'est ça, fait que j'étais comme, tu sais, moi ça faisait 8 ans, là, fait que moi, dans ma tête, Christopher Reeve, je savais qu'il avait fait Superman, je les ai jamais vus les originaux, fait qu'il a toujours été le gars qui faisait Superman puis qui est rendu quadriplégique, tétraplégique, je sais plus. Quadriplégique, quadriplégique. Vraiment, ouais. Fait que c'est comme singulier, là, je me souviens. Puis il est décédé, ça fait quelques années quand même. Ouais, peut-être une dizaine d'années, je dirais, là, c'est ça. Écoute, il a tellement poussé son corps, je pense que finalement, il a juste fini par lâcher, là, parce qu'évidemment, il travaillait très fort pour essayer de trouver une façon de régénérer tout ça, ces cellules-là, ces tissus-là pour remarcher. C'était beaucoup cellules souches et tout, là. Je sais que South Park s'est payé sa tête à un certain moment. Effectivement, oui, parce que les recherches étaient controversées. Peut-être, écoute. C'est-tu quelqu'un de la famille ou quoi qui fait le documentaire? Non, c'est vraiment des cinéastes, mais on voit que les enfants ont participé là, parce qu'ils livrent plein de témoignages. Puis au-delà de son accident, lui, qui était hyper tragique déjà d'avance, puis un accident banal où il est tombé en bas de son cheval parce qu'il faisait un peu la compétition de oui, il faisait une compétition de tout. Oui, il était très sportif, du ski, de la voile et tout ça.
Mais sa femme est décédée, elle, genre 2-3 ans après lui, d'un cancer du sein. OK. Écoute, c'est quand même assez tragique. Et je pense que c'est ce qui a mené aussi un peu à la déchéance de Robin Williams puis à sa mort. On sait qu'il y avait des problèmes quand même cognitifs et tout ça, mais quand Christopher Reeve est décédé, Robin Williams est retombé dans l'alcool puis dans les drogues. Ouais, ben je savais pas que c'était amis, puis en regardant la bande-annonce, j'ai compris qu'ils étaient des grands amis. Eux autres étaient à Juilliard ensemble, à l'école, à l'université, en théâtre et tout ça. C'était le parrain d'un de ses enfants. OK. Et puis quand Dana, la veuve de Christopher Reeve, est décédée, je pense que ça a été comme le bout pour Robin Williams. Là. Il n'y avait plus d'ancrage, mettons. Puis... Ouais, je pense qu'il vivait ça très, très dur. Fait que c'est quand même tout ça triste. Puis on le voit d'ailleurs dans le documentaire. Là, il est présent aussi et tout ça. Fait que bref, The Christopher Reeve Story, regardez ça. C'est sûr qu'on pousse pas toujours les films de plateforme, mais ça reste plus de se retrouver rapidement en ligne. Là, mais... Ouais, il a l'air d'être annoncé pour avoir sorti écran, mais très limité, c'est effectivement. Ça. Fait que ceux qui auront l'occasion de le voir dans leur ville, je pense que ça va être quelque chose de très émouvant à voir. Peut-être même plus émouvant que le premier film de la semaine. Oui. Ou on se le garde en dernier, peut-être. Allons-y avec le plus beau des deux. Le plus beau des deux. Tony, une famille Tony en famille. Tony en famille, oui, ouais. Excuse-moi. De Nathan Ambrosioni. Avec Camille Cottin, qui est... Qui n'aime pas Camille Cottin? Ouais, c'est ça, une des top 4 actrices qui est dans comme tous les films françaises en ce moment. C'est le deuxième film de Nathan Ambrosioni et ça raconte l'histoire de cette mère de famille qui a 5 enfants qui sont tous dans l'adolescence là, d'un genre de entre 12, 18. Ouais, à peu près, quelque chose comme ça. Qui est monoparental. Ouais, voilà. Et les deux plus vieux sont sur le bord aussi de terminer le lycée ou le collège, là, je sais plus trop, l'éducation française, puis de se retrouver à l'université, à la fac, puis là, de quitter la maison. Fait qu'ils sont un peu dans ce stress-là. Et ce qu'on comprend, c'est qu'elle aussi est en remise en question parce que le film est comme très, très bien écrit, c'est-à-dire que c'est pas trop des... Il n'y a pas de scène d'exposition de genre voici. Fait qu'on découvre le personnage au fil du film. Mais en fait, elle est comme une ancienne chanteuse star qui a percé grâce à Star Academy, qui est au Québec, mais en France, qui était en France avant d'être au Québec. En fait. Ouais. Fait qu'elle a comme maintenant qu'elle a 40-42 ans, elle a fait probablement un album, un hit. Je connais pas assez les académiciens. Là, on parle beaucoup de Marie-Mé, mettons, qui roule encore, ou Marie-Hélène Thibert, mais il y en a que ça a été ça, là, un album. C'est tout le temps ça, effectivement. Ouais, c'est ça. Oui, ça perdure pas dans le temps. Fait qu'est-ce qu'ils font? Fait qu'elle, on voit qu'elle continue à fonctionner là-dessus. Elle joue pas genre dans des grandes scènes. Là. Elle fait du karaoké dans des espèces de soirées cocktails. Où elle est invitée par nostalgie. Ça, là. Antonia, là, Tony, machin, est là. Elle va faire à mener un bachelorette. Comme un peu les trucs caméo là, qui se payent pour envoyer des bonnes fêtes. Fait qu'elle doit être payée pour arriver là pendant qu'au karaoké, il joue sa tune. Elle avait un gros hit à radio, des choses comme ça. Fait qu'elle surfe encore sur ces redevances-là puis ces trucs-là. Mais comme, OK, mais là, j'ai 5 enfants. C'est quoi ma vie, c'est quoi ma personnalité, là, je fais juste m'acharner, pas m'acharner, mais travailler fort pour qu'il y ait de tout, qu'il manque de rien, aller à l'école, les rendez-vous, les affaires, elle n'a jamais de temps pour elle. Et surtout qu'elle n'est plus passionnée par ça. En fait, elle n'a jamais vraiment été non plus. Ouais, c'est ça, qu'on réalise qu'à un moment donné. Puis donc, est-ce que tu sais faire autre chose? Puis autant, ici, c'est une chanteuse, mais ça s'applique à plein de choses. Ça s'applique aux sportifs aussi, aux sportives, à des gens qui savent faire qu'une seule chose, puis qu'à un moment donné, t'es trop vieux pour le faire, ben qu'est-ce que tu fais? Comment tu te réinventes? Voilà. Fait que, puis tout ça dans un super film qui dure comme 1h30 à peu près. Ouais, il est comme vraiment court, mais vraiment efficace. Comme on dit, Camille Cottin est brillante, mais les jeunes aussi, moi je les connaissais pas, mais celle qui joue l'aînée, là, Léa Lopez, est comme à la Comédie Française aussi. Fait que ça semble vraiment être une actrice à surveiller en France. T'sais. Absolument. Écoute, non, tu l'as dit, c'est tellement bien écrit et on y croit, cette famille-là, les dialogues. Écoute, rien n'est forcé dans le jeu, dans les gags aussi, puis c'est quand même une comédie humoristique, mais dramatique. Mais c'est quand même très drôle. Ouais, c'est le carcan parfait de la comédie dramatique. Là, il y a un enjeu, mais c'est pas lourd. Là. Non, c'est ça. Fait que, écoute, puis je trouve le casting des enfants est tellement bien choisi. Moi, ça a été vraiment une belle découverte. Honnêtement, je ne savais pas trop qu'est-ce que j'allais voir. Ouais. Puis c'est souvent le meilleur cas, des fois, quand tu arrives comme ça. Mais écoute, c'est brillamment réalisé en plus. Puis tu me disais quand même, le réalisateur, c'est assez particulier là, comme cheminement. Là. Parce que lui, c'était comme pas un enfant star, mais c'est devenu un réalisateur coqueluche, vraiment à l'instar de Xavier Dolan. Puis, en fait, il est un peu plus jeune, fait que Dolan est un de ses idoles.
Il avait fait son premier film, Les Drapeaux de papier. Il l'a réalisé, il avait 18 ans, donc il l'avait écrit à 16 ans. Puis Les Drapeaux de papier, sorti 2019 à peu près, c'était comme un frère qui sortait de prison à 30 ans, qui allait rejoindre sa sœur cadette, puis qui il apprenait un peu à développer leur relation, parce que comme il était allé en prison à 16 ans, il ne l'avait jamais rencontré, en centre de détention, à 18 ans en fait. Il ne l'avait jamais rencontré vraiment depuis, fait que tu réexpérimentes, tu découvres ta vie adulte, mais maintenant que tu as 30 ans, puis etc. Puis c'était comme super touchant, très bien fait aussi. Avec Noémie Merlan, entre autres, avant qu'elle devienne une star comme elle est maintenant. Fait que ce qui est devenu un phénomène comme ça, fait que ce film-là, avec toute cette profondeur-là, ben, il l'a écrit à 24 ans. Fait que ça rappelle quand même Dolan, puis ses thèmes aussi très, très adultes et très familiaux. On est moins dans l'engueulade ici. Là, ça arrête les comparaisons. Là, mettons, là. On est plus dans le feel-good, si vous voulez. Oui, c'est ça. Là. Un film, vous allez sortir de là touché, vous allez avoir ri et verser quelques larmes, moi je dois avouer à la fin. Fait que c'est comme un film extrêmement mature, écrit par un fou, jeune adulte. Puis là, il était en tournage, je pense, de son 3e film. Ouais, fait que c'est ça. C'est juste tellement beau, tellement sympathique, efficace et tout. Fait que, ouais, je pense que c'est vraiment la petite pépite cette semaine, Tony en famille, film qu'on voit pas trop parler. Je sais pas sur combien d'écrans il ouvre, probablement 8-10, il doit pas en avoir tant que ça. Donc, allez-y si vous aimez la comédie française, la comédie dramatique, de bon goût, c'est ça. On n'est pas dans la plaisir farce. Coupable des Franck Dubosc. Non, c'est ça. On est ailleurs, je dois l'avouer. Mais écoute, moi je pense déjà là, il est placé dans mon top 10 de l'année. Je sais pas s'il va être délogé, mais assurément... j'ai vraiment aimé. Puis en sortant du film, j'ai dit, hey, parce que je l'ai réécouté récemment avec ma conjointe qui ne l'avait pas vu. J'avais le feeling, le même sentiment qu'on avait écouté Are You There, God, It's Me, Margaret. Oui, ce genre de film. Qui était plus du point de vue des enfants. Oui, mais tu sais, juste une comédie dramatique bien intelligente, bien écrite. On croit au personnage, tout le monde est sympathique. Oui, puis tout est effectivement au personnage, mais au pluriel. Là, les sont 6 dans la famille, finalement. Fait que, tu sais, qu'on s'engueule, puis que 5 minutes après, on se supporte, mais tu sais, on s'aime beaucoup, on se le dit pas tout le temps, mais c'est pas non plus un film sur des grosses relations problématiques, puis tout est déchiré, tu sais, mais les 5 enfants ont leur personnalité, leurs aspirations, fait qu'à un moment donné, t'as pas la même connexion, t'es surtout plus proche des fois des plus jeunes parce qu'ils sont un peu plus enfants encore, les plus adultes cherchent à s'émanciper. Il y en a un qui est plus vraiment dans sa crise d'adolescence, c'est plus tough avec lui, fait que tu demandes aux frères et sœurs de s'en occuper, fait que c'est vraiment fascinant. J'ai pas regardé, je sais pas si lui aussi a grandi avec 3-4 frères et sœurs, je le sais pas. Ouais, non, je sais pas. En fait, moi j'avais un petit fun fact sur le titre. Oui. D'où vient ce titre de Tony là, en fait, qui est le surnom de la... qui s'appelle Antonia. C'est en hommage à l'actrice Toni Collette. Ah ouais, ok. Son l'actrice qui l'admire le plus. Alors, petit clin d'œil pour... C'est drôle parce que Toni Collette est comme aussi une super bonne actrice. Puis elle aurait très bien fait mais ça. Elle joue dans tout aussi. Oui. Elle joue dans des très bons films puis dans des vraiment navets aussi à l'occasion, mais c'est pas... J'imagine que tu prends ce qui passe aussi. Effectivement. Toujours des comptes à payer quand même. Voilà. Allons-y avec l'offrande d'horreur du mois. Ça faisait quand même de purs films d'horreur. Ça faisait un petit bout quand même. Alien, il y a 2 semaines. Ouais, mais on est dans l'horreur science-fiction. Ça dépend toujours qu'est-ce que tu appelles pur film d'horreur. Moi, je trouve qu'ici, on est dans le jump scare, mais ça, c'est un bon... On est plus dans le thriller, effectivement. On est dans ce que j'appelle mon premier film d'horreur. Puis ça, c'est comme... Vous avez 13 ans, 14 ans, 12 ans, puis on vous garde pas au cinéma. C'est comme ça le film que tu veux voir. Vous êtes passionné de films d'horreur, vous avez tout vu. Il sera pas sur votre top 10 la fin d'année, là, je pense pas. Effectivement. Mais donc, Afraid, terrifiante de Chris Weitz, qui lui aussi a une fiche de route très spéciale. Oui, vraiment. Commencé son gros hit, c'était About a Boy avec. Même avant ça, c'était American Pie. Ouais, mais il était pas co-directeur là-dessus ou avec son frère. Puis About a Boy aussi, c'est le dernier film qu'ils ont réalisé ensemble. Ah, ok. Fait que c'était le duo derrière American Pie. Je pensais qu'il était plus comme Hyde ou quelque chose de même. Je savais plus non. Fait que, puis après ça, il est allé faire Twilight New Moon. Le 2. Le sombre à la croisée des mondes. Là, les le Golden Compass. Ces affaires-là que finalement ça... que j'ai mis de suite. Exact. Puis ça s'est calmé là un peu, justement. Voilà. Fait qu'il nous revient avec, c'est ça, ce suspense sur
l'intelligence artificielle. Donc, il y a une famille où le père de famille, joué par John Cho, est un représentant marketing, dans le fond, d'une firme de publicitaire. Puis, se fait approcher par une compagnie qui ont développé une nouvelle intelligence artificielle, un genre de Alexa ou Siri. Ben Alexa, parce qu'il y a comme une unité centrale, mais comme encore plus évoluée, meilleure. Puis, il dit, regarde, teste-le chez vous, puis ça va t'aider à savoir comment le mettre en marché et tout. Puis, ben, dans un court laps de temps, là, quelques jours, finalement, ça devient un peu ça va chier. Puis, ouais, c'est ça. Parce qu'elle devient juste trop bonne, puis elle s'empare, puis elle contrôle tout ce qui est électronique, puis toute leur vie, puis elle fait des choses sans leur consentement. Mais il y a aussi des espèces de gens bizarres qui commencent à rôder près d'eux, des entités, si on veut. Fait que voilà, tout ça dans un genre de 85 minutes de chaos et de jumpscare finalement. Et vous soulignez donc c'est une offrande de la boîte de production Blumhouse qui spécialise dans ces petits films-là d'horreur. Mais en film, c'est ça, en production, pas cheap, mais juste des affaires qui coûtent pas trop cher. Pas qui coupent dans le budget, qui coûtent souvent 10 millions au moins, puis qui vont réussir à faire un 50-60, puis effectivement. Être gagnant. C'est ce qui était arrivé avec le phénomène Megan en janvier dernier, qui ont annoncé la suite après un succès sur TikTok qui a donné un succès en salle. C'est leur nouvelle talle à explorer, là, l'espèce d'intelligence artificielle, parce qu'on avait Megan, on avait eu... j'ai pas vu Imaginary, mais ça semblait... je pensais que c'était plus possédé. Plus possession? Ou c'était quand j'étais en congé de paternité. Fait que sinon, il y avait eu un autre aussi... un peu dans tout. Night Swim, c'était pas de l'intelligence artificielle. Non, mais Five Nights at Freddy's, c'est la robotique. Ouais, ok. Bref. Mais, ça a toujours été quand même à la mode, je pense. Le perte de contrôle de la technologie est intéressant. Terminator, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis surtout récemment, la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle prend de l'ampleur, je pense que c'est comme le nouveau dada d'Hollywood. J'ai l'impression que dans les prochaines années, on va en voir beaucoup. Là. C'est ça, puis ça, c'est pas au cœur de l'histoire, mais toute la polémique de faire écrire des scénarios, utiliser l'intelligence artificielle pour faire écrire des scénarios et tout, des fois, il y a certains films qui me laissent présager qui l'ont peut-être utilisé. Chose intéressante, David Dastmalchian, qui est dans ce film-là, qui est dans tous les films d'horreur, finalement, c'est rendu... sa niche, que ce soit en rôle principal comme Late Night with the Devil ou en rôle secondaire comme ça, puis c'était Boogeyman, puis des choses de même. Puis moi, surtout, écoute, j'ai quand même apprécié la brochette de comédiens. Tu le soulignes? Parce que John Cho, c'est quand même un comédien que j'aime beaucoup, qui était très efficace dans Searching. Oui, mais lui aussi a commencé Harold et Kumar, qui était un petit peu American Pie-esque. Vraiment, lui aussi, un bon virage. Puis surtout, écoute, moi, j'ai eu un grand plaisir de revoir à l'écran une comédienne que j'avais adoré l'an passé dans un de mes films préférés, Bottoms, la comédie un peu vulgaire, Havana Rose Liu, qui, je trouve qu'elle a tellement un charisme, un charme naturel. Fait que je suis juste content de la revoir. J'ai trouvé très bonne dans ce rôle. Même s'il était weird. Ouais, puis ça fit. Puis aussi, c'est qui joue l'ado du couple, là, Lupita Maxwell. Vraiment une comédienne à surveiller aussi, parce qu'elle joue dans une excellente série sur Apple, Shrinking, avec Jason Segel de How I Met Your Mother, puis Harrison Ford. J'avais entendu parler de tout ça. Elle est vraiment excellente, fait que ne serait-ce que pour ça, ça élève un peu le genre, là, parce que des fois, on s'entend que ces films-là, c'est pas toujours super bien joué. Non, mais c'est à ce niveau-là, mais là, puis aussi la mère de famille, Catherine Waterston, on dit, on sait, je l'ai vu, mais c'est Les Animaux Fantastiques. Oui, c'est ça. Mais je sais pas, une couple d'autres affaires sûrement. Mais... Ce genre de visage, c'est ça que on oublie le nom, mais qu'on voit de temps en temps apparaître. Fait que bref, si vous voulez chercher des sensations un peu fortes, mais comme on l'a dit, on est vraiment plus dans le thriller de jump scare que... c'est un film d'horreur pour ados. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de graphique. C'est pas de violent non plus. Là. Écoute, c'est peut-être pas une bonne comparaison, mais un peu comme Night Swim d'année. Ou peut-être Tarot aussi, je m'en rappelle plus. Ouais, Tarot, c'est une meilleure comparaison. Ça. Exact. Ça, c'était en avril-mai, je ne sais plus. Printemps. Avril. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Il y a une autre sortie, N'avoue jamais, de Ivan Kalberak, lui qui a fait La dégustation, L'étudiante et Monsieur Henry. Fait qu'on est aussi dans la comédie légère française. L'intérêt ici, c'est des vieilles faces, en tout respect, mais aimées. André Dussolier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte. Écoute, je m'excuse d'avoir dit vieille face, mais regarde.
On va appeler un chat un chat. Puis, les visages appréciés d'une certaine génération. Oui, voilà. Le personnage de André Dussolier, qui est en couple depuis toujours avec son épouse, maintenant qui est à la retraite, puis il est à la retraite depuis quelques années, marié depuis 40 ans, apprend qu'elle a un amant depuis bien longtemps, joué par Thierry Lhermitte. Puis lui, qui est un ancien militaire, va partir à sa recherche pour essayer de le confronter. Tout ça va donner droit à une comédie. À des situations loufoques. C'est ça. Fait que quand on disait comédie française tantôt, c'est plus ça souvent qu'on image, plus que tourner en famille, qui a le côté plus charmant, mettons. Fait que voilà, il y a peut-être d'autres sorties, mais beaucoup plus nichées et limitées. Et rapidement, écoute, c'est vraiment un épisode pour les deux derniers qui était très long. Là, ouais, c'est ça. La semaine prochaine, on va être absent. Oui, on fait une pause. En devoir professionnel au TIFF. Oui, bien hâte de vous reparler de cette expérience-là, donc le Festival international du film de Toronto, où je vais tenter, un peu comme Jean-René Dufort, d'aller à la rencontre de vedettes c'est et ça. peut-être leur parler. Tu essaieras les souliers de couleurs différentes, ça peut aider à attirer l'attention. Et toi, tu vas t'occuper de ton enfant. Oui, c'est ça. Moi, je vais être en famille, fait que pause du balado, mais crime, imagine si j'avais fait un épisode de Betelgeuse sans toi, je sais pas si tu me l'aurais pardonné. Effectivement. Fait qu'on en reparlera le 13 septembre. C'est pas mal la grosse sortie du 6, Betelgeuse. dont les premiers échos sont très positifs. Il a été présenté en première à Venise. Ah oui, il était... c'était lui qui faisait le film d'ouverture. Hors compétition, on s'entend toujours. Mais ouais, quand même. OK. Est-ce que Michael Keaton est arrivé déguisé en... Non, mais... parce que ça doit être planant. T'arrives à une grosse cérémonie, puis on t'oblige à tout... Parce qu'il a fait Hot Ones, sur YouTube, les trucs avec les ailes de poulet. Oui, j'ai vu ça passer les sauces piquantes, dans le fond. Ouais. Il est allé en Betelgeuse. Ah oui, un dégueu. À Hot Ones, j'ai pas écouté, mais j'ai vu le je vais aller voir ça. C'est intéressant. Surtout que, tu sais, ça a beau y piquer, il faut qu'il reste en personnage. Puis probablement que son personnage est comme, j'imagine, implacable devant ça ou quoi que ce soit. Là, j'ai hâte de voir. Je sais même pas c'est quoi Betelgeuse, c'est pas un mort-vivant. Non, c'était vraiment un humain qui est devenu une espèce de démon. Qui sert à hanter. Mais lui aussi, il peut vraiment se personnifier. Tandis que les premiers, ils sont juste fantômes puis personne ne les voit. Là. Effectivement, oui. Tandis que lui, il est visible des autres quand il décide, quand on l'appelle puis tout. Fait que c'est comme... Je sais pas, peut-être que le 2 répond à toutes ces questions-là. Je, sans être un spoiler, je sais qu'on va voir son ex-femme, qui est jouée par Monica Bellucci. Puis qui a l'air d'être un problème. Peut-être qu'on va en prendre un petit peu plus sur son passé à lui. Mais effectivement, c'est très mystérieux dans le premier film. Voilà. C'est ça. Puis le 13, entre autres, Speak No Evil, qui est un remake américain d'un film, je pense que c'est norvégien, pas sûr, scandinave. D'horreur, qui est sorti genre en 2022 à peu près, puis qui a vraiment... Il y a un gros fait buzz, jaser. Ouais, c'est ça. Puis je vais essayer d'écouter l'original, surtout que c'est Universal qui sort ça. Puis là, ils ont sorti sur leur YouTube des petites featurettes. Eux autres font souvent ça, là, comme des petits bonus d'entretien avec les comédiens, avec le réalisateur. Avec James McAvoy. Oui, exactement. Puis, tu sais, le scénariste et réalisateur de l'original n'est pas le réalisateur du remake, mais il a contribué au scénario. On n'a pas juste acheté ses droits puis il fait plus rien. Là. Fait que, tu sais, il l'avoue, les Américains, qui disent hey, on a pris cette histoire-là, puis rapidement, on a voulu comment on peut remonter ça d'une coche puis rendre ça encore plus angoissant et tout. Globalement, c'est l'histoire de deux familles qui se rencontrent en voyage, qui ont du fun dans un lieu neutre, là, si on veut. Fait que il y a une des familles qui dit hey, vous devriez venir chez nous à m'amener pour des vacances à X autres places. Ça serait vraiment cool. Puis une fois qu'ils arrivent là, genre 6 mois plus tard, 1 an plus tard, ben là, ils sont un petit peu isolés puis ça se passe pas si bien que ça, exactement. J'aime la prémisse. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des films pour nous rappeler d'être toujours craintifs devant les inconnus. Puis c'est ça, de faire confiance à personne. Fait que c'est super. Méfiez-vous à qui vous parlez dans les tous inclus. Ouais, c'est ça, exact. Fait que voilà, d'ici là, allez au cinéma. Écrivez-nous au balado@monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné. Et entre-temps, le nouveau... la nouvelle édition va sortir avec le bon Gilles-Darrois commandant Chiasson et ses grosses mains mises en vedette sur la couverture. Disponible en version numérique ou physique dans les prochains jours. Et sinon, il reste encore celui de Ricardo Troggi, quand même disponible partout dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais là, vous avez un Alexa chez vous, débarrassez-vous-en avant que vous le regrettiez.